Mes chers collègues, nous accueillons maintenant Madame Picard, Catherine, présidente de l'UNADFI. Je rappelle à l'attention de ceux qui nous rejoindraient maintenant que, conformément au souhait de la commission d'enquête, notre réunion d'aujourd'hui, Madame, est ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu intégral en sera donc publié avec le rapport et son enregistrement en vidéo sera diffusé sur le site du Sénat. J'attire l'attention du public qui était là tout à l'heure et le public ici présent à nouveau, qui n'aurait pas assisté à la présente audition ou à la fin simplement de la présente audition, qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, serait exclue sur le champ. J'en viens donc à l'audition de Madame Catherine Picard. C'est à double titre que l'expérience de Madame Picard est très importante pour notre commission. Tout d'abord, en tant que députée, Madame Picard a participé à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale de 1999 sur les sectes et l'argent. Elle a présidé le groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale jusqu'en 2002. Elle est enfin à l'origine, avec notre ancien collègue Nicolas About, de la loi du 12 juin 2001, dite loi About-Picard, qui réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse. Depuis 2004, Madame Picard met cette expérience au profit de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu, qui a pour objet l'information sur le phénomène sectaire ainsi que l'aide aux victimes et à leurs familles. Mes chers collègues, je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à Mme Picard de prêter serment. On va se lever. Je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait possible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Madame Catherine Picard, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame la Présidente, à la suite de votre présentation introductive, notre collègue Jacques Mézard, rapporteur de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, comme vous l'avez vu avec M. Fenech auparavant, puis les membres de la commission encore présents d'enquête vous poseront également leurs questions. Vous avez, Madame la Présidente, la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Tout d'abord, je vais scinder mon propos en trois grandes parties, puisqu'il s'agit de donner un peu notre expertise sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Et sachant quels étaient les interlocuteurs qui me précédaient, j'ai plutôt axé sur le fait de comment nous travaillons à l'UNADFI pour mettre en relation ce qui relève des caractères sectaires convenus par les différentes assemblées en leur temps et ces pratiques que l'on a toujours du mal à caractériser, voire même à définir. Auparavant, Monsieur le Président, je rappelle en effet que l'UNADFI et l'Union nationale des associations pour la défense de famille et de l'individu, que c'est une association de loi 1901, créée en 1982, reconnue d'utilité publique en 1996. Elle est membre associée de l'UNAF depuis 1989, agréée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, membre du comité d'orientation de la Miviludes et du groupe, de manière plus mineure, du groupe qui a été évoqué par Georges Fenech, du GATT, au ministère de la Santé. La première ADFI, et d'où l'expertise sur une longue expérience, a été créée en 1974 à Rennes et aujourd'hui l'UNADFI regroupe et coordonne 29 associations sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer et 18 antennes. Donc en effet, le conseil d'administration m'a fait l'honneur de me nommer présidente en 2004, à la suite certainement dans la perspective de pouvoir continuer et me laisser avancer sur le travail entrepris à l'Assemblée nationale. L'objet de l'UNADFI est le soutien aux personnes victimes de pratiques abusives exercées par des organisations à caractère sectaire qui entraînent l'altération de l'intégrité de la personne physique et psychologique, sociale, et portent atteinte aux droits de l'homme, à la dignité humaine et aux libertés individuelles.
L'UNADFI accueille, accompagne et aide à la réinsertion des victimes. Elle reçoit aussi leurs familles pour les informer. Elle peut se porter partie civile, comme lui permet son statut d'association reconnue d'utilité publique. Son objet comporte aussi l'étude des principes et méthodes des organisations à caractère sectaire, l'information, la sensibilisation auprès d'un large public et la prévention. À ces fins, le service de documentation, composé de 4 salariés, collecte, traite et diffuse une information très spécialisée en France, en Europe et dans le reste du monde, une information qui est assez prisée puisque, à ce jour, l'UNADFI est une des seules structures, voire même sur l'ensemble du territoire européen, à pouvoir avoir une telle documentation et un tel centre de documentation. Une revue trimestrielle, appelée Bulle, bulletin de liaison, offre des textes de fond et des témoignages et diffuse l'essentiel de l'actualité nationale et internationale sur le phénomène sectaire. Alors pourquoi l'intervention de l'UNADFI dans le domaine de la santé? Ce n'est pas une nouveauté. Les approches de la maladie, du soin et de la guérison font partie des thèmes dominants, les discours et la pratique des groupes à caractère sectaire et des mouvements guérisseurs depuis que l'on s'intéresse à ce phénomène. L'attrait pour ces techniques non éprouvées pour la plupart d'entre elles est devenu un véritable phénomène de mode, conforté par celui des pratiques New Age. Pratiques reposant sur une conception holistique où tout est dans tout, hors de tout cadre, de tout système de référence, ce qui permet d'entretenir toute confusion. L'exploitation des peurs entretenues sur la médecine et le médicament, l'alimentation, les aléas climatiques contribuent à ce climat de crainte qui pousse à trouver autre chose, tant pour se soigner que pour se réconforter. Ceci au mépris des conséquences encourues et du respect des différentes législations et réglementations. Par exemple, tout ce qui est le combat anti-vaccination pour les mineurs. Ces pratiques sont présentées comme alternatives à celles de la médecine que, entre guillemets, nous avons appelée scientifique, parce qu'il y a toujours une difficulté à caractériser la médecine classique, comme une rupture avec les soins traditionnels, comme une autre voie possible à la guérison, comme une nouvelle forme pour traiter le mal. Ce mal, ces maladies qui affectent l'homme tant physiquement que psychiquement, sont présentées comme les conséquences de tous les dérèglements que connaît la société, écologiques, économiques et sociaux. C'est pourquoi les remèdes pour pallier cet état de fait sont aussi foisonnants que divers et les adhésions aux mouvements qui les vendent de plus en plus nombreuses. On ne saurait ignorer la part de marché que représente ce secteur d'activité, vente de produits, de stages, de cours de formation, de cures de purification, point de suspension. Les maîtres à penser de ces nouvelles techniques, charlatans en puissance, s'enrichissent tout en jouant les apprentis sorciers avec la santé et parfois la vie d'autrui. On pourrait juger paradoxal l'attrait de nos contemporains pour les soins qualifiés par les uns d'alternatifs, par d'autres de parallèles ou de complémentaires, alors que la médecine ne cesse de réaliser des progrès. Il est vrai que la notion de santé a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Cette évolution donne une place de plus en plus importante aux prestations visant au développement de la personne, de son bien-être, de son épanouissement. La bonne santé n'est plus seulement déterminée par l'absence de maladie, mais plutôt par un état total de bien-être physique, social et mental de la personne. Il ne s'agit plus uniquement de guérir les maladies, donc, mais aussi de les empêcher de survenir. Des groupes ou individus dont la motivation est souvent purement mercantile s'appliquent à exercer leur emprise sur un public particulièrement vulnérable. Leurs discours, souvent habillés d'un vocabulaire pseudo-scientifique, s'adressent certes en priorité aux personnes souffrant de maladies graves, mais aussi à tous ceux qui voudraient tout simplement être mieux dans leur peau et obtenir plus de performances dans leur vie. Afin de s'octroyer l'espace nécessaire à leur activité et leur pouvoir, ces charlatans contestent à la médecine le monopole de la santé pour proposer des pratiques alimentées par des critères tout autres que la valeur scientifique et l'efficacité. Les victimes sont celles de mouvements sectaires connus, ce qui a fondé notre observation, mais aussi celles de guérisseurs, d'escrocs et de charlatans, et parfois de médecins et de personnel du monde paramédical.
pratiquant ces fameux soins donc dits alternatifs ou parallèles, voire d'accompagnement, qu'il s'agisse de maux de nature somatique ou psychologique. Et sur la médecine d'accompagnement, qu'elle soit médecine éprouvée ou non, nous assistons à une recrudescence de la pénétration de l'hôpital public avec ce type de pratiques qui ne sont pas toujours fortement encadrées. Confronté à des sujets tels que la souffrance, la peur de la mort, l'inquiétude pour un proche, l'individu porte des interrogations pour lesquelles la science médicale admet de façon provisoire ses limites et n'a pas forcément de réponse immédiate. Influencé par sa culture, ses origines sociales et son rapport à la spiritualité, il développe sa propre interprétation des événements douloureux qui surviennent dans son existence. C'est dans le nombre infini de ces interprétations et dans la vulnérabilité de la personne objet de soins que les escrocs de la santé puisent leurs ressources, ne s'embarrassant ni de loyauté, ni d'éthique, ni de respect de la personne humaine. Ils rentrent dans une logique économique de la loi de l'offre et de la demande et multiplient les prestations, constituant des réseaux de pseudo-praticiens qui entraînent le patient dans un parcours sans fin, cobaye de pratiques les plus aléatoires pour sa santé, physique ou psychique. Le propos n'est pas ici de remettre en question la liberté de croire en telle ou telle théorie ou de pratiquer telle ou telle méthode thérapeutique. Il est plutôt de faire appel à l'esprit critique de celles et ceux qui hésiteraient à utiliser l'une d'elles. Ne serait-ce que par le questionnement. Peut-on guérir d'une leucémie uniquement par un travail psychologique? Peut-on échapper réellement à la maladie en se nourrissant uniquement d'air et de lumière? Peut-on vaincre une sclérose en plaques par une déprogrammation biologique ou par la simple imposition des mains? Peut-on sérieusement reprogrammer l'ADN? Le cancer se soigne-t-il exclusivement au jus de gui ou de citron? Je n'ai pas de réponse, bien que mon propos semble vous en donner. À considérer la publicité qui lui est faite, ce marché du soin et du bien-être semble pourtant afficher une remarquable santé. Si l'on ne peut contester que certaines soient anodines, les médecines parallèles deviennent dangereuses si elles prétendent être une alternative exclusive à la médecine éprouvée scientifiquement et se substituer à elle dans les cas d'affections graves comme le cancer, le sida, l'anorexie, la leucémie, la dépression. Ces revendications sont d'autant plus préoccupantes si l'on estime que 30 à 50% de la population font régulièrement appel à ces méthodes. Dans une perspective de prévention, il paraît plus approprié, plutôt que d'essayer de définir si une technique s'avère efficace ou pas, de considérer si la méthode utilisée représente un danger, une perte de chance pour l'individu. Il est important de préciser la méthode de travail de l'UNADFI, que je résumerai, et mettre en place afin de ne pas caractériser à tort telle ou telle pratique ou méthode et d'expliquer pourquoi la santé est présente dans le dossier sectaire. La méthode repose sur 3 points au centre de documentation et par la remontée des expériences de terrain des 29 associations. L'observation, le tri et le classement et l'application des critères qui fondent un mouvement à caractère sectaire. La recherche quotidienne de documents constitue, avec les témoignages des victimes que nous recevons, des ressources extrêmement riches, des éléments d'observation qui nous permettent l'étude approfondie de ces organisations et de l'évolution du phénomène dans le domaine de la santé. Devant la multitude d'informations, l'UNADFI établit une veille sur les groupes et sur les méthodes qui présenteraient un danger à caractère sectaire, dès lors qu'elle a reçu plusieurs signalements, est régulièrement interrogée sur une technique ou une méthode, qu'elle observe qu'il est clairement question de soins ou de guérison dans la propagande et la publicité faite par certains mouvements, qu'elle a eu connaissance de décès en France ou à l'étranger liés à la pratique, qu'elle a noté qu'un ou plusieurs de ses praticiens s'est rendu coupable d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, qu'elle a noté que le principe de la méthode où son praticien encourage l'interruption du traitement allopathique en cours, entraînant une perte de chance, qu'elle a constaté que la méthode est déviée de son application première, qu'elle a pris en compte le scepticisme de la communauté scientifique et zététique sur la méthode, et aussi a pris en compte les articles de presse la mettant en cause. Deuxièmement, à la suite de ces informations que nous avons différenciées, les cas de figure
nous opérons un classement. Les pratiques et méthodes déviantes qui sont directement liées à un groupe sectaire connu ou à une mouvance sont réparties en 6 grandes familles, dans lesquelles je pense que vous retrouverez des exemples qui vous ont été proposés. Les pratiques utilisées par les groupes à caractère sectaire imposées par leur dogme, par exemple l'interdiction de la transfusion ou de la vaccination. Les méthodes de rééquilibrage des énergies inspirées par les croyances orientales et occidentalisées, telles tout ce qui concerne le respirianisme, la méditation, etc. Les pseudothérapies et les méthodes psychologisantes, où toutes les maladies sans exception trouvent une explication dans l'analyse psychologique, voire généalogique. Les méthodes psychocorporelles par manipulation et imposition des mains. Les méthodes issues des courants hygiénistes, bio, le retour au naturel, dont la radicalisation peut générer des dérives. Les méthodes psychospirituelles, dans lesquelles une intervention divine d'une force irrationnelle entrerait dans le processus de guérison avec imposition des mains, méditation, prière, ce que nous retrouvons de manière courante dans le cas qui vient d'être cité, mais aussi au cours de séances de prédication de mouvements évangéliques extrêmement dérivants. Certaines méthodes ne rentrent dans aucune catégorie, soit parce que leur côté fantaisiste, loin de révéler leur efficacité, ne renseigne que sur le côté créatif de son inventeur, soit parce qu'elles sont d'une telle complexité qu'elles peuvent entrer dans la plupart des familles que je viens de citer. Il existe également des cas de dérive sectaire pour lesquels les méthodes utilisées ne sont pas à proprement parler déviantes, mais le deviennent lorsqu'elles sont pratiquées par des personnes malveillantes ou peu scrupuleuses, ou lorsqu'elles sont détournées de leur application première. Nous allons dénombrer 3 familles pour ce cas de figure: les psychothérapeutes, pseudo-psychothérapeutes et thérapeutes autoproclamés, les pratiques de développement personnel ou de bien-être auxquelles on prête des vertus thérapeutiques, soins et guérisons, la préconisation de produits naturels, organiques ou chimiques auxquels on prête des vertus thérapeutiques, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un protocole de recherche et dont l'efficacité n'a jamais été démontrée. On y trouve ainsi tous les produits stupéfiants liés à la pratique du chamanisme, comme l'iboga et l'ayahuasca, qui sont censés résoudre les dépendances alcooliques et toxicomaniaques. Et le coaching de santé sous toutes ses formes, et de manière moindre. Dans ces 2 premiers points, les pratiques ont en commun le rejet de la science ou de la médecine et une rhétorique quasi paranoïaque vis-à-vis de la sphère scientifique, officielle, allopathe, immanquablement complotiste, une tradition basée sur l'héritage d'un seul maître qui implique parfois une culture très passéiste, un naturalisme exposé sous forme de retour vers la nature, forcément plus simple, plus proche des origines, avec toute une phraséologie qui s'y rapporte, un jargon consacré, fait de termes scientifiques parfois dévoyés, parfois mal compris et interprétés, et des termes exotiques empruntés aux philosophies orientales, le tout pouvant être lié par des traits d'union qui donnent un CV assez pléthorique à celui qui les utilise. Un système de formation très rapide, onéreux et autodescriptif, un recours à des notions simples et intuitives, souvent relevant de la pensée magique. Mais elles ont surtout en commun qu'elles sont le fruit de créations spontanées de praticiens inspirés, inconnus de la communauté scientifique, et celui-ci va se former, mais plus souvent à plusieurs méthodes, afin de créer la sienne, et c'est ainsi en effet que son CV évolue très vite. Il existe parfois des professionnels diplômés, professionnels de santé, imbus de pouvoir, qui mettent leurs patients sous emprise, les coupent de leur environnement, leur demandent des sommes exorbitantes, se rendant coupables d'un comportement sectaire. Pour ce dernier cas, l'UNADFI n'est que l'intermédiaire entre les témoignages recueillis et les conseils des ordres concernés, afin de pouvoir, qu'ils prennent soin de régler ces situations. Pour les professions qui ne sont pas représentées par un conseil de l'ordre, nous pouvons assister la personne à des fins juridiques. En dernier point, les méthodes ainsi pointées sont aussi qualifiées de pratiques à risque,
sectaires, dès lors qu'elles répondent à plusieurs des critères d'identification établis dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires dédiées au phénomène 95, 99, 2006 et des études consacrées à ce thème. Le diagnostic de dérive sectaire ne peut émerger que d'une conjonction significative de ces différents facteurs. Nous retenons pour critères ceux publiés dans La dérive sectaire, édité au PUF par Anne Fournier et Michel Mauroy, psychiatres, et nous pouvons les adapter aux groupes ou aux individus qui dirigent le mouvement ou prônent de telles doctrines. J'ai soumis à Madame le texte, je ne vais pas vous reprendre l'intégralité des caractères sectaires, c'est comme parce que ça peut être un peu long. Simplement 2 exemples pour que ils sont un peu plus étoffés que ceux de 95 dans le rapport sur les sectes en France. Par exemple, le premier, le groupe développe une idéologie alternative radicale, exclusive et intolérante. Nous avons appliqué ce critère à la scientologie et à son comité de défense sur la psychiatrie, comité de défense entre guillemets, qui propose une alternative à la psychiatrie, excluant tous ses fondements. Pour asseoir ses théories, elle utilise toutes les failles du système existant. Le second, et je m'en arrêterai là, puisqu'il y en a une dizaine, la structure du groupe est autoritaire et autocratique sous la responsabilité d'un gourou, un individu vivant ou d'une organisation héritière d'un message, par exemple la nouvelle médecine germanique du docteur Hammer et son réseau qui constitue une organisation héritière d'un message avec le décodage biologique, le décodage biopsychogénéalogique, la cyclologie, la bioanalogie, la métakinébiologie sont à la base de ces travaux et issus du même fondateur. Nous n'avons pas eu le temps, mais nous mettrons dans les annexes que nous vous proposerons toute une explication sur le langage aussi. Je vais donc passer, afin de laisser cours aux questions, sur ces 10 critères. Au-delà de ces 10 critères, on peut aussi retenir le critère de la nocivité ou de l'extrême dangerosité par la conjonction de 3 caractéristiques, la manipulation mentale, une triple destruction, celle de la personne, celle de la famille et celle de la société, avec à la base une triple escroquerie. Une escroquerie intellectuelle, l'adepte est littéralement trompé sur la qualité de la marchandise qu'il venait chercher, et dans le domaine de la santé, c'est très fréquent, puisqu'il y a vulnérabilité, il y a recherche d'une solution et proposition à une demande légitime, proposition malfaisante. Le message séducteur de la secte se révèle réducteur et destructeur. L'escroquerie morale, si elle n'est pas générale dans toutes les sectes, de nombreux adeptes ont été ou sont victimes d'abus en tout genre. L'escroquerie financière, par des manœuvres frauduleuses, les sectes arrivent à se construire un véritable empire financier. J'en arrive à ma conclusion. Comme vous l'aurez remarqué au fil des auditions, le sujet est vaste et complexe. Il génère des questions, des remises en question quant à l'offre de soins, mais aussi quant à la fragilité de certains abusés par des propositions charlatanesques. Le contexte politique et social est porteur pour ces promesses illusoires et magiques. Là où la puissance publique recule ou s'absente, il y a une béance naturelle pour l'installation de tout mouvement porté par l'exercice fou du pouvoir et de la manipulation. L'acte de prévention seul ne suffit pas à les repousser, seule l'action conjointe des pouvoirs publics et des acteurs de santé pour tenter de résoudre ce phénomène de société qui nuit gravement à l'intégrité physique et morale de nos concitoyens sera celui qui permettra de le faire. Pour compléter ce propos, donc l'UNADFI remettra à la commission sous quinzaine des annexes avec un document complet sous forme de tableau de 200 cas ayant trait à la médecine avec un petit descriptif du cas, le lieu, l'année, les conséquences à la fois pour la victime mais aussi éventuellement les suites judiciaires qui ont été données. Mais la rapidité de la convocation n'a pas permis au centre de documentation, qui est pourtant très vigilant, de récoller en temps record ces informations. Je vous remercie. Merci à vous. Là, certes, vous avez été rapidement convoqué, mais vous avez le droit de nous envoyer des tas de documents. On est en travail et au travail jusqu'au 3 avril. Donc, on a de quoi.